Des débris spatiaux pénètrent dans l'atmosphère terrestre presque tous les jours et les spécialistes en traquent la plupart. Environ 400 incidents de ce type se produisent chaque année. Mais tous les débris spatiaux ne peuvent pas être suivis. Certains fragments de satellites peuvent tomber au sol. Cela devrait donner lieu à des pluies de météores toutes les nuits. Les débris qui tombent du ciel atteignent une vitesse phénoménale, ce qui devrait entraîner de sévères dommages. Heureusement, rien de tout cela ne se produit réellement. Très peu de personnes ont eu la chance d'observer la chute de débris spatiaux. Il n'y a presque pas eu de cas dans l'histoire où des satellites tombés aient endommagé la propriété de quelqu'un. Pour savoir ce qui arrive aux objets spatiaux pendant leur chute, il faut comprendre comment ils parviennent à voler autour de la Terre pendant si longtemps. Imagine que tu travailles pour le service météorologique. Aujourd'hui, tu vas lancer un satellite en orbite terrestre pour surveiller le climat de la planète. Le satellite est installé sur une fusée, la fusée décolle et atteint la vitesse de 40 000 km/h. C'est plus rapide que la vitesse d'une balle ou que celle du son. Cette accélération est nécessaire pour que le satellite puisse surmonter l'attraction gravitationnelle de la planète. Dès que le satellite entre dans l'espace, dans la haute atmosphère, la fusée retombe tout simplement. Mais elle a donné au satellite la vitesse et l'énergie nécessaires pour rendre son mouvement possible. Ce mouvement s'appelle la satellisation. Le satellite est situé à une altitude de plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, mais malgré tout, la gravité le tire vers le bas. Son élan et les forces gravitationnelles font que le satellite vole sur une trajectoire circulaire autour de la planète. Cette trajectoire s'appelle une orbite. À cette vitesse, le satellite pourrait s'éloigner dans l'espace, mais la force de gravité le tire vers le bas. Notre satellite météorologique est en équilibre entre ces deux forces, et il est assez difficile de trouver cet équilibre. Plus le satellite est proche de la planète, plus l'effet de la gravité est fort. Pour rester sur une telle orbite, le satellite doit voler très vite. Voici notre satellite entrant en orbite et atteignant une vitesse incroyablement élevée. Et maintenant, tu peux voir l'une des raisons de son échec. Des milliers d'autres objets spatiaux passent devant le satellite à la même vitesse. La moindre collision peut entraîner des conséquences dévastatrices. Actuellement, environ 500 000 morceaux de débris spatiaux volent autour de la Terre. Il peut s'agir de petits morceaux, de la taille d'une balle de tennis, ou d'énormes morceaux de la taille d'un wagon de métro ou d'un autobus. Il existe aussi de minuscules fragments de satellites. Si deux morceaux d'un engin spatial entrent en collision, ils se séparent en milliers de petits segments. Leur nombre peut atteindre jusqu'à 170 millions. L'orbite de la planète est remplie de débris inutiles qui volent à grande vitesse. La plupart d'entre eux sont minuscules, de la taille d'un grain de sucre. Mais ils ne sont pas moins destructeurs que les segments détachés des fusées qui mettent les satellites en orbite. Par exemple, une seule goutte de peinture peut endommager un vaisseau spatial s'il vole à 48 000 km/h. Pour éviter cela, les ingénieurs calculent à l'avance les itinéraires des satellites qu'ils lancent. Ils les recouvrent également d'une solide couche protectrice composée de divers métaux. Plus les débris orbitaux volent autour de la planète, plus les accidents sont nombreux. Et plus les accidents se produisent, plus les débris orbitaux apparaissent. C'est un cercle vicieux sans fin, mais les scientifiques essaient de développer des stratégies pour nettoyer l'orbite de la Terre. La deuxième cause d'accident est le Soleil. Notre étoile libère constamment des particules à haute énergie. Ces particules entrent en collision avec tout ce qui se trouve sur leur chemin. Et lorsqu'elles s'écrasent sur les satellites, elles peuvent modifier leur trajectoire et ralentir leur élan. Il y a un bouclier dans les couches supérieures de l'atmosphère, le champ magnétique de la Terre. Les satellites volent à l'intérieur de ce bouclier. Le champ reflète le rayonnement solaire loin de la planète, mais il y a des endroits sur Terre où ce bouclier est plus faible. Et lorsque les satellites passent devant de tels endroits, ils reçoivent une grande quantité de radiation. Cela empêche la navigation et le fonctionnement stable de tous les systèmes. Heureusement, les accidents causés par les radiations solaires sont rares. Une autre raison est le changement du champ gravitationnel de la Terre. Notre planète est en mouvement. Ces processus internes peuvent modifier la forme du champ gravitationnel. Ces changements peuvent perturber la trajectoire du satellite autour de l'orbite.
Heureusement, de telles défaillances de la gravité sont insignifiantes. Elles ne peuvent provoquer la chute du satellite qu'au bout de quelques années. La raison la plus importante pour laquelle les satellites tombent est qu'on les déconnecte. Si un satellite ne peut plus transmettre de données ou est obsolète, les scientifiques le font simplement tomber. Une autre raison courante est le manque de carburant. Si le satellite n'en a plus, il est impossible de le contrôler. Il se transforme en un objet volant aléatoire. C'est pourquoi les experts utilisent le carburant restant pour ralentir le satellite et le faire sortir de son orbite. Les scientifiques planifient bien de telles opérations. Ils arrêtent le satellite à un moment donné pour qu'il puisse tomber sur les zones désertes des océans. Le satellite tombe et traverse l'atmosphère terrestre à grande vitesse. Les couches inférieures créent une forte pression et une friction sur les déchets spatiaux. Ces processus génèrent une énorme quantité de chaleur. Le satellite s'enflamme et tombe en morceaux. La plupart des débris brûlent tout simplement. Les débris restants tombent dans des endroits reculés de la planète. Cette méthode fonctionne lorsque le satellite vole près de la Terre. Certains objets spatiaux sont situés loin de la planète. Le champ magnétique de la Terre y est beaucoup plus faible. Dans ces cas-là, il est plus facile d'utiliser le carburant restant pour aller au-delà de la force gravitationnelle. On envoie alors simplement le satellite flotter dans l'espace. Les morceaux de fusée, les gros restes métalliques de vieux satellites et autres débris ne peuvent pas être contrôlés. Tous ces morceaux tombent dans l'atmosphère de la planète et se transforment en cendres. Plus l'objet qui tombe est petit, moins il a de chances d'atteindre le sol. Les gros débris peuvent survivre dans l'atmosphère. Heureusement, de tels objets sont surveillés par des services spéciaux. Lorsqu'un vieux satellite entre dans l'orbite de la Terre, on sait à l'avance où il va atterrir. Et si des gens se trouvent dans la zone, ils seront évacués. Mais cela arrive assez rarement. Les humains n'utilisent qu'un petit pourcentage de la superficie totale des terres pour vivre. Plus de 70% de la planète est recouverte d'eau. Si l'atmosphère ne peut pas brûler les débris spatiaux, l'eau les détruira. Les objets spatiaux tombent dans l'océan ou dans des zones peu peuplées de la Terre. La probabilité qu'un satellite frappe une habitation est vraiment faible. Mais si cela se produit, alors selon la loi, le propriétaire de la maison sera indemnisé pour les dommages. Quel que soit le pays dans lequel il vit, l'entreprise qui a construit le satellite tombé sera obligée de l'indemniser pour les dégâts. Les débris spatiaux qui tombent ont leur endroit préféré sur notre planète. Cet endroit est même appelé le cimetière des satellites. Le point Nemo est un endroit virtuel de l'océan mondial, le plus éloigné de toute Terre. Il est très difficile d'y arriver et il n'est pas beaucoup plus facile d'en partir. Si tu te trouves à cet endroit, tu dois naviguer sur plus de 1600 km pour atteindre l'île la plus proche. De plus, la distance jusqu'à la Station spatiale internationale depuis cet endroit est plus petite que jusqu'à la Terre la plus proche. Si tu te retrouves soudainement sur un vaisseau au point Nemo, que tu n'as plus de carburant et que tu n'as pas de radio, alors tu dois essayer d'envoyer un signal vers le ciel. Les astronautes de l'ISS pourraient te remarquer et informer les gardes-côtes de ta position. Presque aucun navire ne navigue là. C'est pourquoi la plupart des entreprises spatiales jettent leurs satellites à cet endroit. L'onde de choc et la force de l'impact dissolvent les débris dans cet océan sans limite. Le fond de cette zone est d'ailleurs couvert de débris spatiaux. Les satellites qui tombent ne font aucun mal aux créatures marines. Le point Nemo est l'un des endroits les plus dépourvus de vie au monde. L'eau froide et riche en nutriments n'arrive pas ici. Il n'y a presque pas de vent qui transporte les substances organiques dans l'océan. En d'autres termes, on n'y trouve pas la quantité de nourriture nécessaire au développement de grandes formes de vie. À l'heure actuelle, les satellites tombent au niveau du point Nemo et coulent lentement au fond de l'océan.